République togolaise. Voilà. Et bientôt 24 heures que ce communiqué circule. A-t-on une réaction du gouvernement béninois? Un négatif, c'est toujours le silence radio à Cotonou depuis la sortie de ce communiqué, même depuis l'éclatement de ce dossier. Ni le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbidji, dont les sorties médiatiques se sont raréfiées ces dernières semaines, ni la justice béninoise ne se sont pour l'instant pas prononcées. Pourtant, au sein de l'opinion publique et dans la presse béninoise, le sujet est sur toutes les lèvres. Tout le monde brûle d'impatience et attend la version officielle des autorités béninoises. 2 semaines maintenant que Steve Amoussou a été arrêté à Lomé et toujours rien à se mettre sous la dent à Cotonou. Mais peut-être cette sortie du procureur de la République du Togo va pousser les autorités béninoises à sortir de leur torpeur, soit pour infirmer, soit pour confirmer les dits de la justice togolaise. Autrement, ce silence va continuer à engendrer des spéculations et surtout accorder plus de crédit au communiqué du procureur Talaka Mawama. Toujours est-il que nous, au niveau de la rédaction de Fraternité FM, nous avons joint au téléphone l'un des avocats de Steve Amoussou, notamment Maître Renoir Boudjo. Il n'a pas voulu pour l'instant réagir. Raison évoquée, le collège des avocats va se réunir afin de définir une stratégie commune de communication. Voilà. Alors Jacques Débé, avec la nouvelle tournure que prend cette affaire, faut-il craindre un incident diplomatique entre le Bénin et le Togo? Clairement, Raoul Steve Gounoukan, ce communiqué du procureur de la République vient jeter du pavé dans la mare dans les relations entre le Bénin et le Togo. Ces relations qui n'étaient forcément pas au beau-fils. C'est un secret de polichinelle que Patrice Talon et Foya Singbe ne sont pas les meilleurs amis du monde. L'affaire Reki Amadougou, la crise bénino-nigérienne et même peut-être la pose de grosses pierres au niveau des frontières togolaises pour empêcher la sortie des produits tropicaux béninois. Eh bien, beaucoup de sujets divisaient déjà Cotonou et Lomé. Le dossier Steve Amoussou n'est pas pour arranger les choses entre les deux pays. Oui, Raoul Steve Gounoukan, il faut craindre une crise diplomatique si l'affaire n'est pas gérée avec, disons, une certaine délicatesse. Une nouvelle crise diplomatique, le Bénin n'en a vraiment pas besoin. Normalement, actuellement, avec la brouille avec le Niger, qui n'a pas encore connu une issue favorable et que les dernières déclarations du capitaine Ibrahim Traoré montrent que les relations ne sont pas au beau-fils avec le voisin burkinabé et qu'avec le Nigeria également, après, on est en train de retrouver cette amitié avec notamment l'arrivée au pouvoir du président Tinubu. Le Bénin qui ne s'entend pas forcément avec ses voisins. Il faut tout faire pour éviter cette crise diplomatique avec le Togo. Voilà, une actualité donc que la rédaction de Radio Fraternité suit pour vous. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Je l'annonçais, démarrer le 5 août 2024, la phase de collecte des perceptions et aspirations pour Vision Bénin 2060 a pris fin le 17 août dernier pour le compte du département du Borgou. Vision Bénin 2060, faut-il le rappeler, est une ambition du gouvernement qui planifie ce que sera le futur du Bénin 100 ans après son accession à l'indépendance. Ceci fait suite à l'évaluation de la Vision Bénin 2025 à l'AFIA et le gouvernement a décidé d'engager la deuxième génération d'études de perspective à long terme. Marietou Tamba, directrice départementale du développement et de la coordination de l'action gouvernementale dans le Borgou, donne plus de détails sur le projet. Elle met particulièrement l'accent sur la cible concernée. Cette collecte des aspirations dans le département du Borgou a commencé le 5 août 2024 et ça a pris fin le 17 août 2024. Donc nous avons parcouru les 8 communes du Borgou et les cibles touchées ce sont les enfants de 10 à 12 ans, les jeunes de 18 à 25 ans et les hommes, y compris les têtes couronnées, les chefs de terre, les leaders d'opinion et l'autre chose, les femmes aussi. Donc voilà, ce sont les cibles qui ont été touchées parce que comme c'est une vision jusqu'à 2060, donc ça fait 35 ans. Donc si on prend un jeune de 12 ans, un enfant de 12 ans, donc cela voudra dire que l'enfant aura environ 47 ans. Donc les aspirations de cet enfant comptent. Donc voilà comment on a procédé.
Il faut noter que ce programme prend en compte plusieurs domaines. Pour Marietou Tamba, il s'agit de 10 points inscrits et pour le compte du Borgo, la cible s'est intéressée aux 10 points. On écoute pour plus de précision Marietou Tamba, directrice du développement et de la coordination de l'action gouvernementale du Borgo. C'est 10 points. Il y a le domaine économique, le domaine de l'éducation, il y a le domaine social, le domaine politique, le domaine des infrastructures, le domaine de la culture, le domaine des éthiques, le numérique, le domaine agricole, le domaine de la santé. Une fois que nous posons la question, même quand nous prenons le domaine politique, quand nous écoutons les cibles, nous constatons qu'ils embrassent tous les domaines. Quelqu'un qui parle de l'économie parle de l'agriculture, du transport, parce que l'écoulement des produits, il faut que les routes soient bien faites. Et quand on prend le domaine de la santé aussi, donc vice-versa, tout est mélangé. Il y a le domaine social où actuellement on a constaté, ce sont même les enfants qui ont dit que actuellement les enfants, ils ne respectent plus les aînés, les parents, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils ont dit qu'ils veulent un pays où les gens respectent, un pays où il y aura moins de corruption, un pays où le citoyen béninois sera un digne fils du terroir. Ils veulent avoir un pays dans le plan mondial, que ce pays soit un exemple à suivre. Vous venez de suivre les propos de la directrice départementale du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Ils sont censés pouvoir voler de leurs propres ailes après leur formation, mais le constat sur le terrain révèle plutôt le contraire. Les diplômés des lycées techniques, à l'image de leurs camarades de l'enseignement général, doivent faire face à la dure réalité du chômage après plusieurs années passées sur les bancs. Une anomalie que certains observateurs ont au fait d'imputer à l'enseignement dispensé dans ces lycées provisoires. D'un lycée technique agricole, Ibrahim Moumouni rejette ce procès fait aux établissements d'enseignement technique. Il soutient que les programmes sont de qualité, mais il revient aux parents et à l'État d'accompagner ces diplômés pour leur permettre de s'installer après leur formation. On l'écoute. La formation est adaptée parce que souvent les gens nous disent que donc pour les former, on les voit dans les universités, faculté de droit, faculté de ceci ou bien vendeurs d'essence. Alors nous on forme de façon technique, ils sont bons. Maintenant après la formation, il y a un accompagnement qui doit suivre. Un accompagnement de la part des parents. Les parents doivent leur créer des exploitations. L'enfant qui est sorti n'a aucun moyen pour aller s'installer. Il faut l'appui, n'est-ce pas, de ces parents-là. Il faut que les parents leur donnent de la terre pour ceux qui en ont besoin. Leur donnent quelques carrés pour certains dont l'activité ne demande pas beaucoup d'espace. Et ensuite là, le financement qui pourrait ne pas venir des parents seulement, mais également de l'État. Il faut l'État qui a eu ces écoles de formation, qui paye les enseignants, qui envoie les enfants, les Béninois dans ces écoles-là, ne les abandonne pas. À la fin, il faut que l'État donc les finance, soit en les organisant en de petits groupes, en des coopératives, avec des financements appropriés. Autre procès fait au lycée technique agricole et industriel, il serait des réceptacles pour les apprenants ayant échoué dans l'enseignement général. Mais là encore, le proviseur Ibrahim Moumouni relativise. Les apprenants venus du système classique finissent très souvent par prendre goût à l'enseignement technique et y sortent avec des diplômes. Mieux, il fait remarquer que les lycées techniques sont aujourd'hui la solution pour résoudre la problématique du chômage. Extrait de ses propos. Oui, on a des cas comme ça, mais également on a des gens qui ont la volonté de venir apprendre. Et les autres cas-là, nous les remodelons. C'est vrai, ils n'étaient pas bons à l'enseignement général lorsqu'ils viennent ici, puisque c'est des formations pratiques. Et lorsqu'ils prennent goût à la pratique là, donc ils se donnent et ils sortent avec un diplôme. Et mieux encore aujourd'hui, l'État est en train, n'est-ce pas, de venir totalement vers l'enseignement technique. Il y a le système national, n'est-ce pas, de l'enseignement technique et de la formation
professionnelle. C'est une nouvelle stratégie qui est mise au point. Beaucoup de partenaires ont été cherchés par l'État. Des partenaires sont trouvés pour financer ces formations-là techniques. Donc désormais, tous les regards du gouvernement sont vers la formation technique. Le gouvernement veut même inverser la tendance pour dire que les techniciens seront au moins 70% et les généralistes 30%. C'est vrai que c'est ambitieux, mais quand on a ces objectifs-là, donc ces visions-là, donc c'est très bon pour l'enseignement technique. On reste toujours avec les jeunes. Comme bien d'autres corps de métier, c'est un secteur qui enregistre à chaque période des vacances de jeunes élèves et étudiants. Le secteur des conducteurs de taxi-moto et médias. Le but poursuivi par ces jeunes est de se faire un peu d'argent pour faire face aux charges liées aux préparatifs de la prochaine rentrée scolaire et universitaire. Mais le constat révèle que ces jeunes élèves et étudiants qui se mettent en maillot jaune le font au mépris de la réglementation et mieux, ils s'exposent à bien des difficultés et des risques. C'est ce que nous verrons dans ce reportage signé Akilas Tako. Je fais le travail de zémi pour pouvoir joindre les deux bouts, aider aussi les parents, parce que les parents n'arrivent pas à me donner tout ce que je veux. Le père est dur. Janvier Ayena est un étudiant à l'université de Parakou. Pendant la période des vacances, il s'adonne à des activités de revenus, dont la conduite de taxi-moto communément appelée Zémidjan, pour pouvoir joindre les deux bouts et préparer également la rentrée académique prochaine. Âgé de la trentaine environ, pour lui cette activité n'est pas bénéfique. Il arrive à obtenir l'essentiel après une journée de travail. Ce travail de Zémidjan, pour moi, c'est pas bénéfique parce qu'on arrive à trouver notre argent après avoir acheté carburant, tout ça là. On gagne pour nous. On peut gagner 2000 ou bien 4000 la journée après les dépenses là. Et si ce job de vacances permet à ce dernier de gagner un peu d'argent pour aider ses parents, il dit faire face à d'énormes risques et difficultés. On est exposé à des accidents, des risques de braquage. Notre vie est en danger. C'est Dieu qui nous sauve. Comme les sens est cher maintenant, tout ça là, les clients n'arrivent pas à nous payer le prix normal. Mais on est obligé à prendre ça comme ça. Avant de trouver les clients, on parcourt des fois des kilomètres d'abord pour pouvoir trouver clients 100 points, 200. Mais est-ce que les responsables en charge du secteur des conducteurs de taxi-moto sont informés avant que ces jeunes vacanciers ne démarrent le job? Parfait Yami, président de l'association Zemsu de Parakou, répond. Oui, c'est chaque année. Ce n'est pas des jeunes vacanciers seuls. Il y a aussi des enseignants dedans. Il y a beaucoup d'autres personnes, d'autres qui perdent leurs emplois, qui n'ont plus rien d'autre, sont obligés de se lancer dedans. On enregistre chaque jour. Mais il se fait qu'il y a d'autres là qui ne viennent pas. Subitement, lorsqu'ils trouvent la blouse, ils se jettent dedans, c'est sans numéro, donc c'est comme ça, ils circulent. Ce qui n'est pas du tout bien, non seulement pour eux, mais pour les usagers aussi. Parce que d'autres arrivent dans ces conditions-là à disparaître avec les bagages des clients. Donc c'est pour ça, nous, parfois, on se met sur le terrain pour pouvoir appréhender ces individus-là. Pour éviter les cas d'insécurité dans ce secteur, Parfait Yami, président de l'association Zemsu de Parakou, prodigue des conseils. Ce que j'ai à leur dire, c'est quoi? La première des choses, c'est qu'il faut se faire connaître par une association. En cas de quoi, l'association pourra les assister. Secondo, c'est qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. L'argent, c'est le nerf de tout. Mais il ne faut pas vouloir chercher l'argent jusqu'à risquer et perdre sa vie. Il est essentiel pour tout jeune homme d'apprendre à entreprendre une activité. Mais il est préférable que ces derniers soient conscients des risques auxquels ces activités les exposent. Les parents doivent convenablement aussi jouer leur partition pour aider leurs enfants à éviter d'éventuels risques pendant ces vacances. Voilà un reportage signé Akilas Tako. L'édition se poursuit, mais cette fois-ci avec le journal des sports.
Je suis avec Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, là aussi, Démarrage éliminatoire Cannes 2025, Gernot Rohr, excité à l'idée de défier le Nigeria. Oui, Gernot Rohr, ancien sélectionneur du Nigeria, s'avoue d'ores et déjà le choc qu'il attend le 7 septembre prochain. À la tête des Guépards du Bénin, l'entraîneur allemand va retrouver ses anciens protégés lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. D'après des déclarations qui ont été rapportées par plusieurs parutions, Gernot Rohr, lors d'une interview, a déclaré, je cite, « Je suis très excité à l'idée d'affronter le Nigeria. C'est un match que j'attends avec impatience. Nos préparatifs se déroulent bien. Nous sommes prêts à relever le défi. » Fin de citation. Le souvenir de la dernière confrontation entre les deux équipes est encore frais dans l'esprit de l'entraîneur allemand. En juin dernier, le Bénin avait créé la surprise en s'imposant 2-1 face aux Super Eagles. Un succès qui avait mis en lumière la qualité de l'entraîneur, bien sûr, du travail effectué par Gernot Rohr et son équipe. Ainsi, le sélectionneur des Guépards pense donc rééditer l'exploit le 7 septembre prochain. On poursuit avec la Suède. Sven-Göran Eriksson, rappelé à Dieu. Atteint d'un cancer du pancréas depuis janvier dernier, Sven-Göran Eriksson est décédé ce lundi 26 août 2024 à l'âge de 76 ans. Passé sur les bancs de l'Angleterre entre 2001 et 2006, du Mexique entre 2008 et 2009, de la Côte d'Ivoire en 2010 ou encore des Philippines entre 2018 et 2019, le Suédois s'est révélé aux yeux du monde en remportant la Coupe de l'UEFA en 82 avec l'équipe de Goldberg. Après donc un passage couronné de succès à Benfica, il a réussi l'incroyable performance de gagner la Coupe d'Italie à 4 reprises avec 3 clubs différents, notamment avec la Lazio qu'il a mené au titre en Serie A en 2000. Au total, le Scandinave a soulevé 18 trophées dans sa longue et riche carrière de coach, 2 Coupes de Suède, 3 Coupes de Portugal, 4 Coupes d'Italie, 2 Supercoupes d'Italie. Merci Epiphane Chabi, c'était l'actualité sportive. Nous allons poursuivre avec les nouvelles sur le continent. L'actualité en 24 heures sur le continent. Je suis avec Manzourata Deni-Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounoukou. On ouvre par le Mali. Je l'annonçais en titre des questions autour d'une attaque meurtrière de drones à Tinzaouaten. Des frappes de drones meurtrières ont eu lieu ce dimanche à Tinzaouaten, une localité malienne située à la frontière avec l'Algérie. Pour l'armée du Mali, ces frappes ciblaient des terroristes alors que pour les rebelles maliens du cadre stratégique et permanent, ce sont des civils qui ont fait frais de ces attaques. Et les appareils ont ciblé dans un premier temps une pharmacie, puis des populations locales sans armes. 21 civils tués, dont 11 enfants, précise un communiqué du gouvernement malien. Des images déchirantes et présentées comme celles des victimes civiles circulaient sur les réseaux sociaux. Nous allons mettre le cap sur la RDC où des combats ont repris entre l'armée congolaise et le M23. Après 3 semaines d'accalmie, des combats ont repris dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements ont été enregistrés ce dimanche entre l'armée congolaise appuyée par des groupes locaux et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. D'après des témoignages d'habitants, ces affrontements dans le territoire de Lubero ont suscité une vive tension autour de la ville de Kirumba, localité située à une centaine de kilomètres de Goma. Pour l'heure, il est encore impossible de savoir qui contrôle la zone. La société civile craint la poursuite des combats sur cet axe qui mène vers Butembo et Beni, 2 grandes villes et carrefours commerciaux de Nord Kivu. Merci Mansouratou à Deni Djibril. C'était l'actualité sur le continent. Place maintenant, mesdames, messieurs, à la revue de presse nationale, une présentation de Epiphane Chabi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Privé de sa liberté depuis la nuit du 12 août 2024 depuis Lomé et ramené de force à Cotonou, Steve Amosso continue à jamais de faire parler de lui. Info matin le matin, matin libre l'événement précis, Nord-Sud du quotidien le Canard du Nord, la boussole, le challenge l'informateur, Daïbi Info, Éveil Info et bien d'autres journaux informent que restée taiseuse depuis cette scène rocambolesque sur son implication ou non, les autorités togolaises ont finalement
seulement donné de la voix. Elles ne sont impliquées ni de près ni de loin à ce qu'on considère désormais comme un enlèvement pur et simple de jeunes béninois qui n'étaient officiellement ni recherchés ni convoqués par la justice de son pays, fait savoir Matin Libre. Autrement, précise la boussole, si Vamosso qui dit ne pas être le frère Oumvi dont les chroniques ont maintes fois pointé le régime de Patrice Talon du doigt dans une kyrielle de dossiers sulfurés et rocambolesques, a été kidnappé par des individus autrefois non identifiés pour être confiés à la justice béninoise. Et face à ce silence curieux des autorités judiciaires béninoises dans ce rap séculaire digne d'un film hollywoodien, celles togolaises ont finalement situé les responsabilités, fait savoir l'informateur. En effet, précise Éveil Info, dans l'une des éditions du journal télévisé de la chaîne togolaise de ce dimanche 25 août 2024, il a été révélé qu'après la scène, la justice togolaise a ouvert une enquête qui a abouti déjà à certains résultats dont la quintessence a été dévoilée à l'occasion. Et selon le Canada du Nord, il en ressort que des personnes impliquées ayant facilité ce rap ont été mises en arrêt au Togo. Il s'agit selon le Challenge de Dame Priscilla Temo, esthéticienne de nationalité béninoise établie à Lomé comme étant la personne ressource qui aurait donné des renseignements aux ravisseurs afin de pouvoir localiser les appartements de Steve Amoussou et se serait servi d'appât pour l'attirer dans leur nas. Béninoise d'origine mais établie en terre togolaise d'après la même source, elle est arrêtée par la police du pays et ensuite un étudiant conducteur de Zémédian de nationalité togolaise qui aurait aidé les présumés kidnappeurs de Steve Amoussou dans leur aller et retour depuis la veille de ce fameux 12 août a été aussi mis aux arrêts. Quant aux présumés ravisseurs en question, les mêmes sources en donnent écho et précisent qu'au nombre de 4, 3 ont pu être identifiés, notamment cités et bien connus au Bénin, et la justice togolaise a annoncé à la télévision nationale du pays qu'il a déjà décerné des mandats d'arrêt à leur encontre selon Daebi Info. Avec ces mandats d'arrêt émis en signe de protestation, c'est un nouvel épisode qui s'ouvre dans ce brouhaha entre les deux pays voisins que beaucoup de choses peuvent désormais opposer, conclut Matin Libre. Et dans la suite de cette revue, Info Matin le matinal, les 4 vérités 24 au Bénin, le potentiel d'Aïbi Info, Éveil Info, l'informateur et bien d'autres journaux précisent que Razak Olofindje, l'homme des cahiers papillons, n'est plus. Il s'agit selon Banuto d'une grosse perte dans le milieu des hommes d'affaires du Bénin et selon le matinal, le président directeur général de l'imprimerie Toundé et fabricant des cahiers Le Papillon est passé de vie à trépas ce dimanche 25 août 2024. Très discret personnage, Razak Babatoundé Olofendi aurait été un artisan de l'avènement de Boni Yaye au pouvoir, précise les publications qui ajoutent qu'il se serait surtout impliqué dans la campagne de celui qui deviendra le successeur du général Mathieu Kérékou à la présidence de la République, conclut les publications. Et plus loin, Matin Libre Nord sur le quotidien, le Canada du Nord et bien d'autres journaux nous informent que le Bénin a perdu sa position de leader africain dans la production de coton au profit du Mali. Le Cameroun a surpris en devenant le 3e producteur au classement, dépassant ainsi le Burkina Faso, et la récolte de coton graine dans ce pays d'Afrique centrale a atteint 394 090 tonnes comparé à 314 457 tonnes lors de la campagne précédente. Parlons sport dans cette revue avec Fraternité, Gaskiani Info et bien d'autres journaux qui précisent que dans le cadre du premier tour des compétitions interclubs africaines, le bilan est mitigé pour les clubs béninois. Le Bénin reste présent en Coupe CAF avec son vice-champion qui se qualifie au tour suivant, et pendant ce temps le champion Coton FC n'ira pas loin en Ligue des Champions car il a été éliminé dès le premier tour par l'AS Douane de Burkina Faso, et Dadjer est en train de refaire l'histoire des AEFC qui avaient réussi à aller loin en Coupe CAF lors de la saison 2019-2020. Et dans les dernières secondes et toujours en sport, la boussole, le Canada du Nord et bien d'autres journaux s'intéressent à l'épilogue de la 2e édition du tournoi Cité des Kobourou et précise que sous le leadership de Biochane et du BR, Badamassi redonne une fois encore via la jeunesse de la ville de Parakou. À l'issue de la finale qui s'est disputée ce samedi 24 août 2024, c'est l'équipe de Différence FC qui s'est imposée à son adversaire du jour, Popol FC. Et au-delà de la victoire de l'équipe championne, il s'agit de la victoire de toute la jeunesse, a précisé Rachidi Badamassi selon le journal qui fait savoir qu'en profitant de l'aubaine, le parrain du tournoi a appelé la Fédération béninoise de football à la détection des joueurs à Parakou. Selon lui, la ville regorge de nombreux talents capables de porter haut l'étendard du Bénin dans cette même verve. Il va noter la vision prospective du BR et de son président, laquelle consiste selon la publication à promouvoir une jeunesse consciencieuse de ses capacités et qui travaille à les révéler au monde. À ces propos, le buffle de Parakou va exhorter la couche juvénile à la clairvoyance et pour lui, il n'est pas question que la jeunesse se laisse manipuler par des vendeurs d'illusions. Ils doivent plutôt prendre leur destin en main en choisissant le camp du développement et du progrès, conclut la publication. Fin
fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité, la deuxième pour le compte de cette journée. Mesdames, Messieurs, retenez que c'est Aurel Winsou qui a assuré le contrôle de cette édition. Franck Degla à la mise en ligne. En direct, je suis Raoul Steve Gounoucon. J'ai bénéficié de la complicité technique de Lydie Meou. C'était le journal sur Fraternité FM. Jamais seul, toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5.